de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission. À vous de juger ce numéro d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes là, comme Habakkuk, à son poste. Tout le monde est là en train de suivre cette émission. Nous sommes très heureux, nous sommes très fiers de vous, parce que vous accordez une importance à notre émission. Pour aujourd'hui, voici les sommaires de l'émission. Le gouvernement congolais est-il prêt à accepter les revendications des rebelles à Doha? Qu'est-ce qui se passera s'ils ne se mettent pas d'accord malgré l'accord de paix signé aux États-Unis d'Amérique? Le cardinal Fridolin Ambongo contre l'accord de paix signé aux États-Unis en échange au MUNRA. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après tout ce que vous avez suivi de lui, les points de presse qu'il a tenus, il a parlé du Congo mais aussi de l'Afrique. Eh bien, dans cette émission, vous allez découvrir tout ce que les analystes pensent. Que risque Constant Moutamba dans ce procès de présumé de détournement de plus de 19 millions de dollars américains? Et on va commencer avec ce dossier qui devient un peu plus chaud aujourd'hui. Les filles enceintes, d'après la ministre Malou, les filles enceintes ne doivent plus être exclues des écoles, doivent continuer à étudier normalement, comme les élèves garçons, mais une décision qui n'est pas saluée par l'Église catholique. L'Église catholique est contre la décision de la ministre de l'Éducation nationale. Dans ce plateau, Steve Kabasele, cadre du parti la Ligue des serviteurs de Monsieur Tingi Pouloulou. Avec lui, nous allons analyser cette émission. Mesdames et messieurs, il est là. Messieurs, ça va? Ça va, merci. Je suis très heureux. Nous allons bien. De ce soir, je pense qu'au cours de cette émission, nous allons passer de bons moments pour que le Congo gagne. Très bien. Vous comprenez? À vous de juger, mesdames et messieurs, ce parti. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. C'est pour cette raison la thématique s'intitule la priorité. La thématique. Vous avez suivi les sommaires, mais la thématique, la priorité pour l'instant. Quelle doit être la priorité pour les Congolais en ces instants même où nous parlons, où nous animons notre émission? Alors, Monsieur Kabasele, on commence par le sujet de l'EPST. En tant que responsable, encadreur, parent que vous êtes, comment est-ce que vous accueillez, vous recevez cette nouvelle selon laquelle les élèves enceintes ne seront plus exclus de l'école? Vous savez, cette décision, il faut le prendre avec réserve. Je pense que il faudra pas, n'est-ce pas, aller à l'encontre de cette vision qui est l'éducation inclusive, mais aussi encourager les mauvaises pratiques, c'est-à-dire donner une brèche à nos enfants, n'est-ce pas, leur permettre, n'est-ce pas, de ramasser des grossesses précoces en cours de route à l'école, ainsi de suite. Et la réaction de l'Église catholique à travers, par rapport à cette décision, j'ai lu la note, je pense que sur la note de l'Église, je constate que l'Église s'est dit ne pas être copiée par l'expéditeur de la note. Donc pour l'Église catholique devrait être copiée, donc réserver une copie pour l'Église. Donc l'Église s'est dit, en tant que partenaire, l'Église s'est dit, étant donné que nous n'avions pas été copiés, donc c'est-à-dire nous ne sommes pas concernés par la décision. Mais je pense que nous avons besoin de voir toutes nos filles, toutes même les filles mères à l'école, c'est très important. Mais la question que je me pose, une fille qui tombe enceinte, vous la demandez de ne pas être exclue de l'école. Mais je me pose la question pendant comment on appelle ça, les consultations prénatales. Donc il y aura une question des absences.
quelle sera la suite concernant toutes ces absences? Et pendant le moment où la fille aura besoin de comment dirais-je, tous les actes de vomissement, les caprices liés à la grossesse, quelle sera, comment dirais-je, l'attitude de la fille ou de l'enseignant dans la salle? Qui va gérer tous ces caprices-là? Et ce sont des choses que Madame la ministre devrait, n'est-ce pas, avec son staff, essayer un peu d'analyser, de trouver les contours. Et je pense que nous voulons tous l'éducation inclusive, mais il ne faudra pas prendre des mesures pour favoriser encore des choses que je qualifie comme des bêtises. Donc nous voulons voir nos filles aller à l'école, travailler. Nous devons les pousser, n'est-ce pas, à bien travailler comme les hommes, parce qu'on parle de la parité aujourd'hui. Ouais. Et surtout que cette mesure ne visait pas les garçons. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Les filles et les garçons restent parce que considérés l'école peut ne pas exclure la fille, mais à un certain moment, la fille sera exclue d'elle-même. Comment? Quand elle sera peut-être à terme de sa grossesse, pendant que l'année scolaire n'a pas encore pris fin. Pensez-vous que la fille dira que non, bon voilà, comme j'ai mis au monde, je dois continuer avec l'école? Je ne pense pas. Donc c'est une décision qui vise l'inclusivité de l'éducation. Je soutiens, mais il ne faudra pas favoriser des choses que je qualifie comme des bêtises. Alors, parce qu'il y a une question qu'un téléspectateur avait me soulevé hier après le journal, il m'avait appelé pour poser la question, mais s'il arrivait que pendant l'examen d'État, que la fille accouche pendant les examens d'État, qu'est-ce que l'État a prévu pour des cas comme ça? Parce qu'on n'a jamais vu l'examen d'État récupéré. Tout à fait. Il n'y a jamais eu de récupération concernant les examens d'État. Je pense que l'autorité n'a pas eu le temps de réfléchir autour de ces genres de questions. Ouais. Parce que il n'y aura pas de délibération ou recours pour une fille qui touche, dont la grossesse touche au terme pendant les épreuves des examens d'État. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce que l'État prévoit? En ce moment-là, ce n'est pas l'école qui l'exclut, c'est elle-même qui s'exclut de la compétition scolaire. Alors, je crois en tant que parent, est-ce que c'est normal de soutenir des initiatives comme ça? Non, en tant que parent, je ne peux pas soutenir. Je ne peux pas soutenir de telles initiatives. C'est-à-dire, je ne peux pas ici d'emblée encourager les enfants. Ça, c'est encourager les enfants dans les mal. C'est-à-dire, nous voulons tous une éducation inclusive, mais dans de tels genres d'histoires, en tout cas, je ne peux pas encourager. Je ne peux pas encourager. Voilà, mesdames et messieurs, on est en direct là, vous nous suivez. On était en train d'aborder la première thématique de notre sommaire concernant la décision de l'État, donc du gouvernement congolais, de ne plus exclure les enfants, donc les filles enceintes pendant l'année scolaire. Une décision que l'Église catholique ne partage pas avec l'État, avec toutes les conséquences et toutes les questions que les gens se posent. Vous comprenez là, il y a déjà Cédric qui est là. Bon, en attendant, Cédric, en tant que parent, on n'exclut plus les enfants, les filles grosses de l'école. Vous soutenez quand même l'initiative? Bon, l'initiative, je ne soutiens pas totalement, dans le sens où il y a des femmes mariées, des fois, qui veulent retourner à l'école parce que l'école n'a pas de retard. Mais ce que je regrette plus en lisant la note circulaire de la ministre de l'Éducation nationale, elle n'a pas spécifié les cas. C'est-à-dire une élève de primaire, est-ce qu'une élève de primaire peut être grosse, peut tomber enceinte? Oui, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Donc la ministre de l'Éducation nationale n'a pas spécifié les cas. C'est pour cela que vous avez vu la réaction de l'Église, plutôt des écoles catholiques, en disant que premièrement, ils n'ont pas été notifiés. Là, c'est la première des choses par rapport au fond de la lettre. Et deuxièmement, ils se sont opposés à la décision en disant que l'élève de l'école primaire jusqu'au niveau secondaire sera exclu au cas où elle tombait enceinte. Elle sera totalement exclue de l'école.
C'est ça la correspondance de la Convention des écoles catholiques. Donc, pour nous dire que, moi personnellement, je trouve que la décision, la note circulaire de la ministre n'était pas vraiment en concertation avec des experts. On n'a pas tenu compte de l'aspect psychologique et sociologique. Parce qu'un enfant qui est grosse va à l'école, vous savez que la grossesse a pas mal de caprices. Oui, il y a des caprices, des fois vous pouvez somnoler, des fois ça vous demanderait d'être allongé. Je ne sais pas si l'école va permettre à ce que vous puissiez vous allonger pendant les heures de cours. Donc, ce que moi j'encourage, ou j'encouragerais, que l'école puisse garder toujours sa discipline ou ses disciplines, sa manière de faire pour encadrer la jeunesse pour l'avenir de demain. Avant, ce n'était pas une loi, maintenant la ministre veut en faire une loi par rapport à la discrimination, soit de la manière dont on chassait les enfants. On chassait les filles et on laissait les garçons. Tout à fait, les garçons, parce qu'on va chasser les garçons sur base de quoi? Est-ce que les garçons la femme enceinte, c'est les garçons qui ont embossé. Mais les garçons, la fille subit. Tout à fait. Mais on laisse la personne qui subit et le causeur des problèmes reste là. Bon, la question, est-ce que les garçons eux aussi dans la même école? C'est ça aussi les problèmes. Très bien, on va évoluer. Mesdames et messieurs, on évolue avec nos invités. Alors, on évolue et on prend notre première question. En parlant du gouvernement congolais, et nous avons posé la question de savoir est-ce que le gouvernement congolais est prêt à accepter les caprices des rebelles. Là, nous sommes dans le front de Doha, les revendications de Doha. Et si, oui ou non, si le gouvernement n'accepte pas, qu'est-ce qui se passerait si à Doha, ils ne se mettent pas d'accord? On peut y aller avec vous. Moi, je pense que lorsqu'on est sur la table des négociations, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Très bien. Alors, nous étions aux États-Unis, entre la RDC et le Rwanda. Il y a un accord qui a été trouvé entre les deux États. Alors, l'accord signé le 27 juin 2025 prenait en compte, n'est-ce pas, les pourparlers de Doha. C'est ce qui est en train d'être fait pour le moment. Alors, il y a parmi les recommandations, les revendications plutôt du M23, il y a la cogestion de la partie Est dans les Grands Kivu pendant 8 ans. Lorsque vous faites marche en arrière, vous allez remarquer que le professeur Kalili, des Mémoires, il y a l'écrivain camerounais M. Onana qui en a aussi parlé sur l'accord de 2009, l'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et le CNDP. D'ailleurs, c'est cet accord qui a né le M23. Vous remarquerez que ce sont les mêmes revendications que le CNDP avait hier. Ce sont les mêmes revendications que le M23 est en train de se promener avec. Très bien. Alors, la question que je me pose, aujourd'hui Goma, qui est entre les mains du M23 AFC, Bukavu, est géré par qui? Ce sont les Rwandais. Il y a un gouverneur à la tête de Goma qui est un sujet rwandais. Il y a un gouverneur à la tête de Bukavu qui est un sujet rwandais. Est-ce que ces recommandations sont des recommandations propres au M23 et AFC? J'ai dit non. Et vous allez comprendre que le M23 sait bien que ça sera difficile que le gouvernement congolais, surtout avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que ces recommandations puissent passer. Ils ont commencé à attaquer les positions de nos forces armées. C'est-à-dire pour faire pression au gouvernement d'accepter les recommandations. Et je pense qu'il y a les États-Unis d'Amérique qui suit de près c'est pour parler, qui n'est pas aussi d'accord avec le M23 par rapport à ces revendications. Et deuxièmement, il y a cette question des FDLR. Les FDLR, on nous parle des FDLR. Les gens qui sont venus au Congo depuis les années 94, aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que réellement les FDLR existent? Si les FDLR existent, ils sont où? Ici, à Kinshasa. Le gouvernement a accepté mais écoutez, que le FDLR existe.
lorsque le gouvernement accepte avec le ministre des Affaires étrangères, qui c'est Christophe Lutundula, à Luanda, c'est-à-dire, pour moi, je me disais, c'était une erreur grave d'accepter une telle, comment dirais-je, paragraphe. Si aujourd'hui les FDLR existent réellement, ils sont où? S'ils sont à l'Est, qui gère la partie Est aujourd'hui? La grande partie de l'Est de la RDC, Nord au Sud Kivu, c'est géré par les Rwandais à travers les M23 et AFC. Très bien. Ils ont déjà arrêté combien des FDLR? On nous a montré un certain général en tenue, même pas neuf, et ses hommes en basket tout neuf. Et donc on veut nous faire voir qu'il y a une recommandation des FDLR qui ferait, n'est-ce pas, ombrage au Rwanda. Qu'on nous dise, depuis les années 94 jusqu'à ces jours, combien de fois les FDLR ont attaqué le Rwanda? Ils ont attaqué Gisenyi, ils ont attaqué où? Très bien. Donc, le M23 est en train d'utiliser des alibis du Rwanda, n'est-ce pas, parce qu'il est porteur d'un cahier de charges écrit par le Rwanda, mais je pense que le gouvernement n'est pas prêt d'accepter de telles revendications. Très bien. Cédric Ndombele, c'est la question unique là. Qu'est-ce qui se passerait s'ils ne se mettent pas d'accord sur ce point? Qui va fléchir entre le M23 et le gouvernement? Qui va fléchir? Bon, dans la négociation, chaque parti amène ses revendications. Nous connaissons déjà bien les cahiers des charges des groupes armés. Depuis lors, parce qu'il ne s'agit pas de la première discussion entre la RDC et les groupes armés. La revendication majeure, trop souvent, c'est le brassage et le mixage. Maintenant, par rapport à la résolution de l'ONU de Washington, on a conditionné l'adhésion à l'armée régulière. Donc, c'est conditionné pour adhérer à l'armée régulière. Donc, ça sera plus comme avant. Venez, entrez, vous avez des postes, on vous nomme général, tout ça, colonel, directement, sans formation, parce que ça faisait partie des accords. Très bien. Cette fois-ci, il y a quand même eu évolution par rapport à l'accord de Washington sur notre conflit avec les M23 AFC. Maintenant, si on s'est séparé en quai des poissons, selon votre question. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait? Alors que l'accord de paix est déjà signé Tout à fait. Entre la RDC et le Rwanda. L'accord de paix signé entre les États sur le plan bilatéral, on ne peut pas dédouaner Kagame en tant que parrain du M23 AFC. Parce que politiquement, c'est inséparable. Juridiquement, au moins, on peut séparer. Comme Kagame joue les jeux. Non, je ne suis pas le patron des M23. Tout ça, c'est un problème congolais, tout ça. Mais il y a des rapports et rapports. Tout à fait, il y a des rapports le Rwanda qui soutiennent les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, s'il n'y a pas une décision finale entre les partis, nous avons là la représentation américaine, nous avons là la représentation du Togo et de l'Union africaine. Donc, pour nous dire que les États-Unis qui recherchent la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo pour ses intérêts, afin d'exploiter aisément, avec quiétude, parce qu'avant, les modus operandi, les États-Unis passaient par le Rwanda pour tuer des Congolais, piller les minéraux congolais. Maintenant, là, les États-Unis d'Amérique veulent imposer la paix dans la région des Grands Lacs, qui est cogestion de nos ressources. Le Rwanda et certains pays de la partie orientale puissent aussi en bénéficier. Donc, les Américains veulent la paix. Je crois bien, si on ne s'entendait pas sur certains points, parce que déjà sur les points, sur la gestion pendant 8 ans du Nord et Sud Kivu, les Américains s'étaient déjà opposés en disant que non, ça ne sera pas possible. Alors, est-ce que c'est possible, Kevin, excusez-moi, Steve, qu'on puisse se séparer sans compromis? Je vous reviens. C'est possible? Bon, ça peut être possible
au cas où les M23 accepteraient de camper à leur position, c'est-à-dire faire ce que leurs partenaires leur demandent. C'est-à-dire, les cahiers de charges portés par les M23, c'est un cahier de charges du Rwanda. C'est-à-dire, si Kagame se décide de dire au M23 et AFC, vous êtes obligés de protéger mes intérêts parce que je vous ai soutenu depuis le début de la guerre, je vous ai accompagné, aujourd'hui on a Goma, aujourd'hui on a Bukavu, et vous devez aussi, n'est-ce pas, me rendre l'ascenseur. Si en ce moment-là, si les M23 refusent d'obtempérer, mais d'après certaines indiscrétions, il y a un rapport, un accord préliminaire, n'est-ce pas? Il y a un accord préliminaire qui est déjà disponible où certaines revendications du M23 ont été élaguées, par exemple concernant la cogestion de la partie Kivu, et par exemple cette histoire des FDLR, parce que village de 1994 jusqu'à ces jours, ces FDLR sont au nombre de combien pour faire face au Rwanda ou déstabiliser les institutions rwandaises. Et je crois que les États-Unis est en train de militer d'abord pour ses propres intérêts, il doit les protéger. Parce que déjà, si aujourd'hui une entreprise américaine prend la construction de l'aéroport international d'Injili qui était hier confié à la société Milvest, je pense que c'est déjà les débits de fruits du partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que les États-Unis fera passer donc en toute légèreté que les revendications du M23 ou continuer à vivre la terreur à la partie Est qui mettrait à mal même ses propres intérêts. Et je crois que nous tendons vers une paix durable. Très bien. Cédric, en tant qu'internationaliste que vous êtes, est-ce que le FDLR constitue une menace pour le Rwanda aujourd'hui? Non, la question des FDLR, ça faisait partie des arguments de Paul Kagame pour faire l'invasion en République démocratique du Congo. Kagame à tout moment disait que pour la sécurité de mes frontières, les FDLR se trouvent en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous devons sauvegarder notre souveraineté, nous devons protéger nos frontières. C'est pour cela, à chaque fois même devant la communauté internationale, Kagame parlait toujours les FDLR risquent de menacer mon territoire, tout ça, les FDLR, parce que les FDLR est en majorité Hutu. Entre les Tutsis et les Hutus, il y a conflit, parce que le président rwandais, c'est un Tutsi. Il y a toujours eu conflit depuis l'époque de Biarimana, tout ça. Lui ne veut pas de Tutsis. Donc, les Tutsis, pour lui, c'est une menace. Mais la question des FDLR, on a inséré dans l'accord de Washington pour que la République démocratique du Congo puisse éradiquer les FDLR. Mais, ce que moi j'avais souhaité en amont, parce que avant la signature de l'accord, il y a toujours eu des discussions, des négociations en amont, arranger des histoires, amender. Il n'aurait pas fallu que la République démocratique du Congo accepte que les FDLR existent encore en République démocratique du Congo. Parce que pendant 30 ans d'agression, en aucun jour le territoire rwandais a été enquêré par les FDLR que Kagame fait allusion. Donc, pour cette question-là, c'est un faux débat. On va traiter ça. Mais pourquoi d'après vous, notre ministre des Affaires étrangères a-t-elle accepté que ces revendications figurent dans l'accord de paix signé à Washington? Non, vous savez quoi? Vous savez... Un peu de mots, parce qu'on passe là. Nous sommes en face d'un bourreau. Les États-Unis d'Amérique, à sa politique étrangère, les Américains n'ont pas colonisé les États, mais ils ont une influence aujourd'hui au-dessus même des États. Grâce à leur puissance. Par rapport à leur puissance. Donc, il y avait une intelligence sortie entre les partis, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais, pour qu'on puisse aboutir à cet accord, les Américains nous ont imposé, par rapport au point que ça reste ainsi, signé. C'est ça la manière de fonctionner des Américains. Les Américains fonctionnent comme ça. Très bien. Donc, ce sont des prédateurs.
des gens qui travaillent sur les intérêts. Comme on dit en relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Les Américains ont imposé, mais une question qu'une personne m'avait posée, pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas imposé la paix ou donné un ultimatum dans 48 heures, je demande au Rwanda de retirer vos troupes et au groupe armé d'arrêter directement, de quitter la partie est, orientale. Moi, personnellement, je me suis aussi questionné sur cette question-là. Je me suis dit, les Américains pouvaient aussi agir ainsi, par rapport à leur puissance. Parce que le président rwandais devant les États-Unis, c'est rien. Merci. Il n'est rien, il ne pèse pas. Très bien. Mais les Américains veulent nous amener dans un processus un peu lent, que moi, personnellement, je déplore par rapport à leur puissance. Parce que les Américains n'ont pas encore abandonné le Rwanda. Ils veulent que nous puissions travailler ensemble pour leurs intérêts. C'est pour cela il y aura certains minéraux, même comme l'étain, seront raffinés et d'autres minéraux seront raffinés au Rwanda. Très bien. Alors, Steph Kabasele, aujourd'hui, nous pouvons considérer les États-Unis d'Amérique comme le nouveau parrain de la RDC ou tout simplement un partenaire envieux. Bon, qui désire le minerai, tout simplement. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que les États-Unis est en partenariat avec la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, n'est-ce pas, sur le plan économique, par exemple. Or, la RDC a besoin de la sécurité dans sa partie orientale. La RDC s'est dit, oui, moi j'ai mes minéraux qui peuvent vous accompagner parce qu'il y a une guerre économique sur le plan international entre les puissances économiques, dont la Chine, il y a les États-Unis d'Amérique, et tous ces minéraux proviennent de la RDC. Et je pense que la RDC s'est dit, avec mes minéraux, je peux en profiter pour donner la paix à la population de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, s'il faut se dire que les États-Unis, c'est le nouveau partenaire de la RDC, on est en partenariat avec les États-Unis, mais la nouvelle tendance due à la diplomatie agissante du président de la République qui donne déjà ses fruits aujourd'hui. Et je vous ai dit tantôt ici que l'aéroport international d'Njili qui sera construit par une société américaine, parce que nous savons tous que après tout ce qui s'est passé dans les temps pour la construction de l'aéroport international d'Njili, il y a Milvest qui avait gagné ces marchés, ça ne sera plus Milvest. D'ailleurs, il y a eu une réunion récemment où le ministre des Transports avait présenté cette société comme la société qui va, n'est-ce pas, construire l'aéroport international d'Njili. Donc c'est déjà un pas qui présente, n'est-ce pas, le fruit de la diplomatie agissante du président de la République. Et je pense que nous avons besoin de la paix. Nous voulons toute personne ou tout État qui peuvent nous accompagner à recouvrir la paix à la partie est de la RDC. C'est ce qui est important pour la RDC. Très bien. Alors, on évolue. En parlant toujours de cet accord de paix, est-ce que beaucoup de Congolais savent que la RDC et les États-Unis n'ont pas encore signé ce partenariat? Est-ce que Batoubaye bien ok? Non, pas signé. Parce que la RDC et les États-Unis n'ont pas encore signé. Tout à fait. Ce qui est signé, c'est l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais j'ai vu, bon, peut-être après avoir entendu la nouvelle, vous avez suivi le point de presse du cardinal Frédolé Ambongo, où il refusait tout. Il dit non, on a besoin on a peur des Trump. Pourquoi est-ce que cette réaction du cardinal Ambongo a trouvé quand même de la méfiance dans la plupart des Congolais, surtout ceux du pouvoir? Les États-Unis d'Amérique, nous connaissons la politique étrangère la politique étrangère des grandes puissances, la manière dont les grandes puissances fonctionnent, nous le savons bien. C'est un comportement de domination, de la prédation. Donc, nous, la RDC face aux Américains, ne pensons pas que nous allons partager 50-50. Ils vont repouser imposer qu'ils gagnent plus. C'est ça la prédation. Parce qu'ils viennent avec les capitaux? Tout à fait. Tout à fait. Les Américains poursuivent leurs intérêts toujours. La déclaration du cardinal en tant que citoyen congolais, aussi citoyen. Donc il est lésé par rapport à... Tout à fait, en tant que citoyen congolais, citoyen romain, il est libre
d'émettre son avis en tant que Congolais par rapport à la situation de cet accord, parce qu'il sait bien que les Américains sont des prédateurs. Il n'y aura pas de cadeaux. Certainement, ce n'est pas encore signé. Nous avons déjà signé entre les... Parce que nous devons faire un aperçu historique. La République démocratique du Congo est allée vers les Américains sollicitant un partenariat stratégique minéré paix. Mais les Américains, à leur tour, ils ont associé le Rwanda. C'est ce que nous avons conclu le 27 juin. Mais il y a encore d'autres accords qui s'en suivront. Les deux chefs d'État vont signer un autre accord. Ils vont seulement paraffer l'accord de paix signé entre le ministre. Oui. Et puis, il y aura l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sur les minéraux. Très bien. Donc, pour nous dire que la déclaration des cardinals, bon, ça n'engage que lui, hein, en tant que citoyen, la vie est partagée. D'autres personnes critiquent l'accord, d'autres sont pour, d'autres sont ni pour ni contre, comme moi là, je suis au milieu du village, parce que la République démocratique du Congo, nous devons rappeler, c'est un État souverain. Un État souverain doit se préparer. Vous avez vu la manière dont Israël a montré sa faiblesse face aux Iraniens et au monde entier. L'Israël était considéré comme étant un pays intouchable au Moyen-Orient, détenteur d'armes nucléaires dotées par les Américains. Iran en recherche de se doter de cette arme-là, mais en suivant la déclaration de Poutine, Poutine dit que Israël n'est pas un pays, mais une base américaine. Malgré qu'il s'agissait d'une base américaine, nous avons vu comment est-ce que l'Iran a si remonté les défis en bombardant Israël avec des missiles hypersoniques. Malgré que l'espace aérien a été protégé par les Américains, les missiles ordinaires, c'est difficile d'atteindre les sols israéliens. Mais les missiles hypersoniques ont percé les moyens de défense. Tout à fait, ça a créé autant de dégâts. C'est pour nous dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Le système iranien a été tout simplement... Ce n'est pas iranien. Non, le système neutralisé. Non, le système iranien n'était pas neutralisé, malgré les bombardements américains. Ce sont des gens qui ont du retard. Aujourd'hui, ils ont connu du retard après ces bombardements. Non, pas tellement. Oui. Les Iraniens se sont préparés pour contrer Israël et les Américains. Nous avons vu. Qu'est-ce que je vais dire maintenant par rapport à cet exemple entre l'Israël et l'Iran? La République démocratique du Congo, malgré notre renforcement des partenariats avec les États-Unis d'Amérique, nous devons former une armée efficace. Parce que c'est un accord de paix entre RDC et Rwanda. Ce n'est pas RDC Centrafrique, RDC Angola, RDC Zambie, RDC Tanzanie, ainsi de suite. Parce qu'on ne sait pas demain, parce que l'M23 et l'AFC vont disparaître. Là, je vous promets. Mais Kagame, par rapport à sa politique, à sa stratégie machiavélique, va créer des M30, M35, il va encore régner en disant que moi je ne connais pas ça. Donc nous devons avoir une armée efficace, se préparer contre toute éventualité. Très bien. Alors, Steve, pourquoi est-ce que beaucoup de Congolais s'acharnent contre un partenariat qui n'est pas encore signé, dont on ne connaît même pas le nombre de pourcentage des États-Unis ni de la RDC en ce qui concerne l'exploitation de minerais? Vous savez, la politique en Afrique, particulièrement au Congo, a une autre couleur. C'est-à-dire, quand je suis opposant au régime, quel que soit ce que vous pouvez faire de bon, donc pour moi, c'est mauvais. C'est ça la logique de l'opposition au Congo et certains pays de l'Afrique. Et nous connaissons tous, par exemple, vous avez parlé du cardinal Fridolin Ambongo. C'est un Congolais, comme l'a dit mon frère, qui a émis un point de vue. Nous sommes dans la démocratie, il est libre de le dire. Donc, cet accord dont il fait allusion, qui n'est pas encore signé, cet accord prévoit un financement de 500 milliards de dollars américains. Qui va financer? Les États-Unis d'Amérique, pour 15 ans. Ok? C'est-à-dire, les États-Unis, avec ces entreprises, ces bailleurs de fonds, viennent avec 500 milliards de dollars américains pour 15 ans
qui vont financer dans les secteurs minéraux, agriculture, ainsi de suite. Donc, on peut tout dire. Il y a des faiblesses certainement. Donc, un travail fait par un humain a toujours des faiblesses. Et on ne peut pas les nier. C'est-à-dire, nous savons tous que toutes les sorties médiatiques du cardinal Fridolin Ambongo, il a toujours été en opposition au président de la République. Pour moi, je trouve ça normal. Et je pense que il peut tout dire en tant que Congolais. Je ne sais pas, je ne saurais pas les qualifier d'un opposant parce que c'est un clergé de l'église, c'est un pasteur de l'église, et c'est que je lui demanderais tout simplement. Des opposants en soutane. Non, tu sais que je l'appellerais tout simplement en tant que le pasteur de l'église de rester au milieu du village. Il serait important de nous présenter, n'est-ce pas, les faiblesses de cet accord, s'il faudra apporter des amendements, que les institutions habilitées les fassent et nous présenter aussi les points forts de cet accord. Parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui n'a que des faiblesses. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train d'être ou de jubiler contre cet accord, c'est parce qu'ils ne sont pas des frères et sœurs à la partie est de la RDC. Vous savez les calvaires que vivent ces Congolais qui sont là-bas. Ils sont fouettés tous les jours. Ils sont tués. Nos mamans, nos femmes, nos filles sont violées à la partie est de la RDC depuis que le Rwanda est là-bas. Et un Congolais qui a son frère là-bas, qui a une famille là-bas, entendre des gens condamner un accord qui peut nous apporter la paix, vraiment, ça serait vraiment, comment dirais-je, un assassinat contre le vent. Et je pense que le cardinal Ambongo, c'est un pasteur de l'église. Il a émis son point de vue sur la démocratie. Je ne suis pas contre lui, mais je peux dire que c'est important qu'il soit au milieu du village, car cet accord n'a pas seulement des faiblesses, cet accord a aussi des points forts. Très bien. Mesdames et messieurs, on continue notre émission. Nous sommes bel et bien en direct, comme vous pouvez les constater. Il y a des gens qui écrivent là et qui posent des questions. Il y a une question qui est tombée par rapport... On peut dire quelque chose par rapport au sponsoring, autant de millions de dollars accordés aux clubs européens pour la visibilité. Ça fait couler comme beaucoup d'encre et des salives là. AC Milan, Barcelone et AS Monaco. En peu de mots, beaucoup de Congolais pensent que les gouvernements ne peuvent pas engager autant d'argent pour la visibilité de la RDC. La RDC au cœur d'Afrique. En peu de mots. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, donc il n'y a pas encore un financement. Mais les accords sont déjà signés. Donc on peut, quant à moi, donc cela n'engage pas mon parti, ça m'engage personnellement. Je ne trouve pas l'importance d'engager la République avec une somme très colossale comme ça. Les 40 millions peut construire 40 kilomètres de route. Rien qu'avec 1 million, on a 1 kilomètre de route. Il y a notre fédération qui peine à financer, n'est-ce pas, les compétitions sportives ici à Kinshasa. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'organiser sur le plan interne, soutenir nos clubs par exemple, accompagner nos clubs? Si nos clubs arrivaient, n'est-ce pas, à jouer dans des compétitions internationales, CAF ou CAF, on peut porter les maillots de la RDC, vendre l'image de la RDC à travers nos équipes. Si nos équipes arrivaient à jouer, aujourd'hui on a la Coupe du Monde des clubs, on peut aussi vendre l'image de notre pays à travers nos équipes locales ici. Mais le Rwanda le fait. Tout à fait. C'est que un pays comme la RDC, c'est que le Rwanda, il a fait depuis c'est que le Rwanda a fait avec Paris Saint-Germain. Arsenal, Paris Saint-Germain, c'était avec, n'est-ce pas, avec la bénédiction de la France. C'était sous la bénédiction de la France, c'est-à-dire, je ne pense pas que le Rwanda ait les moyens, n'est-ce pas, d'avoir un partenariat entre le Rwanda et les Paris Saint-Germain et l'Arsenal. Malheureusement, c'est ce qui est fait. Il faudrait voir aussi, est-ce que les priorités de la RDC sont les mêmes que celles du Rwanda? Très bien. Cédric? Oui, vous savez, j'allais conclure un peu par rapport au point précédent. Vous savez, la signature d'accord, c'est pas mal. Vous n'êtes plus sur la priorité financière? Non, je parle, oui. Les accords peuvent être signés, mais la mise en œuvre qui pose problème.
On a signé à Washington, à Doha aussi il y aura un accord. Tout ça, maintenant la mise en œuvre poserait un grand problème. Comment? Parce que nous voyons déjà l'intention du président rwandais. Il ne veut pas respecter des accords. Il dit pour la sauvegarde de la protection des frontières rwandaises, donc il nous faudrait vraiment payer les prix. Nous voyons déjà ses intentions, donc il ne va pas, il n'a d'ailleurs rien respecté. Concernant la signature des accords concernant la fédération, le ministère des Sports et différents clubs européens, bon, c'est mauvais. C'est pas du tout mauvais, mais nous devons savoir quelles sont nos priorités. Vous savez que nous sommes un État sous-développé, un État qui se recherche pour s'en sortir. Nous ne sommes pas encore en voie de développement. Donc, nous voyons l'état de notre championnat local. D'ailleurs, il y avait eu une correspondance écrite au président de la République par Moïse Katumbi sur l'affaire, en disant qu'il a touché des catégories d'aspects des choses. Premièrement, sur la situation sociale, économique de la vie nationale. Il a dit que rien ne va, il n'y a pas de route, il y a la famine, il y a les problèmes humanitaires, tout ça qui ronge la partie est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que la RDC, un État pauvre, peut dépenser autant au lieu d'investir plus dans certains clubs locaux, afin que ces clubs-là puissent promouvoir la République démocratique du Congo. Et puis, il a encore insisté plus sur l'organisation des championnats nationaux. Il dit que les championnats nationaux ont juste besoin de $600 000, alors pour arriver à la fin, pour que ça soit bien organisé, mais nous allons dépenser au-delà pour les clubs. Vous savez, lorsque le Rwanda travaille en partenariat avec le PSG, au maillot on écrit Visite Rwanda. Donc nous avons juste copié, mais les Rwandais se sont préparés en termes d'organisation sur le plan touristique. En disant Visite Rwanda, lorsque les gens viennent au Rwanda, les capitaux vont entrer dans les trésors publics. Et nous, ça ne va pas être le cas. Nous maintenant, en République démocratique du Congo, jusque-là, nous ne sommes pas encore vraiment avancés en termes d'organisation. Merci. En termes d'organisation, nous devons encore faire mieux afin que les investisseurs viennent, afin que les touristes viennent, pour que le budget de l'État, parce que à 90% le budget de l'État est constitué par les minéraux, par les réserves des minéraux. On termine avec les 5 minutes qui nous restaient sur la thématique qui est là. Quelle doit être la priorité des Congolais pour l'instant? Malgré tout ce que nous avons dit là, signature de ceci, de cela, la recherche de paix, la priorité des Congolais, la priorité du gouvernement, serait quoi? Pour le moment, ce que je peux dire, la priorité du gouvernement congolais, c'est la sécurité, c'est le social des Congolais et surtout la cohésion nationale. Et ici, je vais paraphraser l'honorable Ntini Pouloulou qui dit que la cohésion nationale, la vraie cohésion nationale passera par la création de ce que nous appelons au Parti Ligue des Serviteurs du département psychologique. Et dans ces départements, nous avons prévu 4 directions. La première direction qui est la direction de paix et réconciliation. C'est-à-dire, on doit avoir une telle direction qui sera là pour régler tous les problèmes de conflits. Conflits ethniques, conflits liés, les conflits sécuritaires, ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons ce que nous appelons, comment on appelle ça, une direction de bien mal acquis. Une direction de bien mal acquis qu'on doit créer dans les départements psychologiques. Et il y a aussi ce que nous appelons les têtes de grande valeur. C'est-à-dire, on doit réunir les Congolais qui sont capables, qui ont de l'expertise sur le plan des relations internationales, des gens capables de négocier, d'engager la République sur le plan international, les gens capables de réfléchir sur les réformes de l'armée, les réformes économiques, ainsi de suite. À la fin,
On doit avoir une direction de lutte contre la corruption. C'est ce que les partis Ligue des serviteurs comptent ou proposent au gouvernement. À travers ces départements psychologiques, il y aura ce qu'on appelle la vraie cohésion nationale. Très bien. Cédric? Oui. La priorité pour l'instant? Pour moi, tout est priorité. Donc, mais pourquoi vous critiquez le gouvernement avec la signature du sponsoring avec les clubs européens? Non, on ne critique pas. Nous avons émis juste l'avis par rapport... parce que nous sommes des conseillers indirects des autorités. Tout à fait. Oui. Donc, tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Social, éducation. On vient de parler, une parenthèse ici sur l'éducation. Donc, sécurité, tourisme, mines, énergie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques les besoins sociaux de base. Il y a la santé pour tous. Il y a les choléra qui règnent aussi depuis un moment donné. Tout à fait. Vous savez, dans d'autres dossiers, l'organisation de la santé, elle est un peu différente. On ne peut plus en parler. Les soins médicaux, c'est presque gratuit pour les nationaux. Sauf les expatriés, les gens qui viennent d'ailleurs, peuvent payer les prix. Mais pour les nationaux, il y a des subventions, il y a des subventions de l'État. Vous payez un moindre coût là pour vos frais sanitaires. Sur le plan alimentaire, on n'en parle plus dans d'autres dossiers. Mais ici, chez nous, pour qu'une personne puisse bien manger, il faudrait beaucoup d'efforts, soit des fois prier. Donc, mais dans d'autres dossiers, on n'en parle plus. Donc, il y a des efforts à fournir comme priorité, comme des besoins sociaux élémentaires, que nous ayons du courant stable, que nous ayons de l'eau pour tous, que les soins de santé soient garantis, qu'on ait des hôpitaux confortables, à moindre coût, afin de permettre à tout le monde. J'ai d'ailleurs aimé comment est-ce que les chefs de l'État avaient fourni autant d'efforts en modernisant l'hôpital de Kanchach. Maintenant, les soldats sont un peu à l'aise et d'autres civils qui vont aussi là-bas se font traiter comme il se doit. Donc, tout est priorité en République démocratique du Congo. Donc, nous ne devons plus être dans la distraction. On doit aider l'autorité supérieure du pays afin de réussir sa mission. Tout est prioritaire. Il faudra faire ce qu'on appelle la hiérarchisation des priorités. Parce que on a les besoins qui sont illimités plutôt par rapport aux moyens qui sont limités. C'est-à-dire, il faudra faire face aux moyens que nous avons. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de la sécurité et les sociales. Quand on parle du social, on voit l'électricité, on voit la santé, tout à l'intérieur. Et je pense que il faudra que le président de la République réfléchisse beaucoup sur les choix des animateurs. C'est-à-dire qu'il faudra choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc l'homme vertueux, donc à la place qu'il faut. Et c'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, quand le président fait les choix des animateurs qui peuvent l'accompagner pour finaliser ou matérialiser sa vision, la première des choses, au comité Monabiso. Et je pense qu'il est un grand temps que le président de la République prenne des bonnes décisions qui peuvent aider le Congo d'aller de l'avant. Merci, Cédric. Je crois bien pour notre pays, pour que nous puissions avancer, que les priorités que nous venons d'énumérer, qu'on puisse atteindre ces objectifs-là, ces priorités. Donc, ce que moi je préconise, qu'on puisse mettre fin à l'impunité. L'impunité qui ronge la société congolaise, qu'il y ait des arrestations par rapport au détournement des fonds publics. C'est par là qu'il y aura beaucoup d'argent dans la caisse de l'État et nous allons réaliser plusieurs projets rapidement dans ces pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir sur ce plateau de Télé 7 Steve Kabasele de la Ligue de serviteurs, parti cher à Pichou Tsingipululu, et Cédric Ndombele qui est un analyste indépendant internationaliste. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain. Que Dieu protège la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. À demain, au revoir. À vous de juger. À vous de juger.